Comme premier en titre, une plongée dans ce journal, dans l'univers des fouilles sous-marines. Le dernier exemple en date fut la reprise des recherches pour trouver l'épave de la Cordelière, le navire de Anne de Bretagne. Mais pourquoi fouiller encore les profondeurs des océans en quête d'épave? Voici votre dossier signé Bruno Gilbert et Stéphane Seville. L'archéologie sous-marine nous fait rêver. Le mythe du trésor enfoui depuis des siècles à la suite d'un naufrage a de beaux jours devant lui. Épave mystérieuse, non identifiée pour certaines, introuvable pour d'autres, jamais facile d'accès. Et pourtant, elle mobilise encore aujourd'hui beaucoup d'énergie et de moyens. Pour imaginer ce qui peut envoyer un bateau au fond de l'eau, rien de tel qu'un coup d'œil sur la chaussée de Saint. À marée basse, le prolongement naturel de la pointe bretonne laisse apparaître un véritable champ de roches. Autant de dangers pour les navigateurs de tout temps qui doivent composer avec la marée, les courants, la houle, la météo. C'est vrai qu'il faut s'imaginer la navigation au temps de la voile et où il n'y avait pas les feux qui existaient, où la tourelle d'Armen n'était pas là, où le phare de Saint n'était pas là. Ça devait parfois être assez sportif. Impossible de dire combien de bateaux se sont retrouvés piégés ici. Plusieurs centaines assurément. L'île de Saint, c'est le jardin de la SAM, la Société d'archéologie et de mémoire maritime, un petit groupe de plongeurs experts en archéologie sous-marine. Ce jour-là, 2 de ses membres ont décidé de plonger sur des éléments signalés par un chasseur sous-marin. Quelques minutes d'observation permettent déjà de recueillir des indices. Les rivets, sur la petite tôle, Oui, il y a une série de rivets tout à coup là. d'accord. Donc ça te donne déjà une époque. C'est une époque où les bateaux étaient richetés, c'est pas un bateau en bois. Personne ici semble avoir entendu parler d'un bateau qui est venu en perdition. Donc il y a peut-être d'autres éléments ailleurs. Faudra qu'on replonge et qu'on fouille. C'est le but, c'est comme ça que ça marche. On a des petits bouts, il faut trouver des plus gros. Et avec ça, on essaiera d'en savoir plus. À la recherche d'une histoire locale méconnue, c'est ainsi que les plongeurs alimentent les historiens. Exemple, en explorant une épave, celle du Gal-d'Amès, les archéologues ont remonté à la surface de surprenants nez de marche ciselés. On se dit que d'avoir ces éléments de décoration sur un bateau de travail, on ne voit plus ça maintenant, quoi. Donc quelque part, ces bateaux sont quand même des musées vivants aussi, parce qu'ils reflètent une certaine qualité du travail dans les chantiers à l'époque. Mais l'histoire ne se livre pas toujours facilement, comme pour ces canons découverts par hasard au large de l'île Dieu. De magnifiques canons en bronze, entourés de mystères. Pour l'instant, on n'a que les canons avec aucune épave autour. Donc bien sûr, on va essayer d'étudier ces canons et essayer justement de les rattacher à un naufrage précis. Mais il y en a eu tellement sur cette zone que pour l'instant, ça reste un peu énigmatique. Preuve que les épaves ont des choses à nous apprendre, le ministère de la Culture, par l'intermédiaire du Drasme, déploie des moyens considérables depuis des années pour tenter de localiser la Cordelière, navire amiral d'Anne de Bretagne, coulé en 1512. Les archéologues sont là aux portes de la grande histoire. Si on fait ce métier aujourd'hui, c'est justement parce qu'on cherche à mieux comprendre l'histoire maritime d'un secteur donné, on cherche à mieux à contribuer à une meilleure appréhension du commerce maritime, de la guerre sur mer. Et ça, ce sont des capsules de temps qui sont immortalisées au fond. Alors que les terriens ont tendance à construire, bétonner, entasser, bref, à faire disparaître les vestiges de notre passé, en mer, seul le temps et la nature altèrent les marques de l'histoire. Ce qui fait dire à bon nombre d'archéologues que les prochaines grandes révélations seront issues des épaves sous-marines.